Cela fait plus de 40 ans que je travaille sur le capitalisme, plus de 25 ans que je travaille sur les risques environnementaux planétaires. Et il y a quelques années, je me suis dit que beaucoup d'adultes avaient oublié et que beaucoup de jeunes ne savaient pas simplement ce qui s'est passé dans ces domaines depuis une cinquantaine d'années. Donc j'ai décidé d'écrire un livre qui en fasse un peu l'historique. Et au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, je me suis rendu compte que les choses étaient pires que ce que je pensais, d'où le titre du livre que j'ai écrit, « Face au pire des mondes ». Sur l'historique, rapidement, dans les années 50-60, ce furent des pollutions industrielles et urbaines de plus en plus graves dans les pays riches occidentaux. Ce fut aussi le début de pollutions transfrontières avec les pluies acides qui venaient pour les pays scandinaves de Grande-Bretagne, pour l'Europe continentale, principalement des zones industrielles de la France et de l'Allemagne. Et puis, le début d'une première atteinte à l'ensemble de la planète, les atteintes à la couche d'ozone. La couche d'ozone nous protège des rayons ultraviolets et cette couche d'ozone était attaquée par des produits qui étaient très graves. Ce qui était très grave parce que cela risquait d'augmenter les risques de cancer. Ensuite, dans les années 80-90, ces mêmes pollutions se sont développées dans les pays soviétiques, de l'Union soviétique et de l'Empire soviétique, et se sont étendues à quelques pays du monde, notamment parce que des entreprises occidentales, à cause de la réglementation, ont délocalisé leurs activités polluantes vers des pays pauvres. En même temps, il y a eu des atteintes plus fondamentales au climat, avec l'effet de serre et le début du réchauffement climatique, atteintes qui ont été très difficilement reconnues par les auteurs et sur lesquelles il y a eu tout un ensemble de controverses qui ont conduit à la situation actuelle. Alors quand j'ai écrit mon livre, j'ai essayé de faire le point sur tous ces domaines. Et pour les pollutions industrielles, eh bien, elles étaient devenues dramatiques en Asie, avec des nuages noirs et des nuages terribles qui déferlaient soit de Chine vers le Japon, soit de l'Inde. Pour la couche d'ozone, il y avait eu un accord en 1967, le protocole de Montréal, et cet accord, malgré cet accord, s'il y a eu une amélioration extraordinaire, on avait l'impression que c'était sauvé, eh bien on s'est aperçu que dans la fin du siècle, la couche d'ozone continuait à être attaquée, tout simplement parce que le nombre de produits dangereux pour la couche d'ozone était passé de 8 à des dizaines de produits, et que le nombre de pays et d'entreprises concernés par l'émission de ces produits dangereux était passé là aussi de moins de 10 à des dizaines, peut-être des centaines d'entreprises et des dizaines de pays. Donc très difficile de maintenir saine la couche d'ozone dans ces conditions, et il y avait des atteintes un peu partout dans le monde, récemment au-dessus du pôle Nord et au-dessus de l'Europe, ce qui veut dire, là encore, des risques de santé très graves. Pour les autres problèmes, il y a un problème que j'ai découvert et qui est extrêmement grave, c'est l'acidification des océans, puisque le surplus de CO2 qui n'est pas absorbé par l'atmosphère retombe dans les océans, et que se crée là un acide carbonique qui a provoqué déjà une augmentation de l'acidité des océans de 30% et qui risque de provoquer une augmentation de 150% de l'acidité des océans d'ici 2050. Ce qui veut dire une mise en danger très grande des coraux, des planctons calcaires et à travers eux, parce que ce sont des lieux de vie essentiels pour la faune marine, beaucoup d'espèces de poissons et d'autres habitants des océans.
Donc la vie des océans est menacée dans les prochaines décennies. Les terres cultivées reculent, elles reculent parce qu'il y a les progrès de la salinisation des terres, parce qu'il y a des progrès de l'urbanisation, parce qu'il y a des équipements, des industrialisations de plus en plus larges dans tous les pays du monde. Et aussi, elles reculent parce que, enfin, elles reculent d'une manière générale, mais elles reculent aussi compte tenu de la croissance de la population, puisque la surface arable par habitant de la planète est passée de 0,38 hectares en 70 à 0,23 hectares en 2000 et 0,15 hectares probablement d'ici 2050. Donc une réduction très forte des terres arables, ce qui est aggravé par l'accaparement des terres par des grands États, la Chine, l'Arabie saoudite, qui achètent massivement, par des grandes entreprises d'agroalimentaire ou d'agrocarburants ou d'agromatériaux, et qui est aggravé encore par les nouvelles concurrences qui se forment. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le président Bush II a décidé de faire de l'agrocarburant à partir du maïs, le prix du maïs a augmenté massivement, et les cours, donc, ont été dramatiques pour les populations pauvres du Mexique, dont le maïs est la base de l'alimentation. Et bien, plus largement, actuellement, parce que se développent les agrocarburants et les agromatériaux, entre en concurrence le consommateur riche des pays riches ou des pays émergents avec les populations pauvres pour qui l'agriculture était la source de l'alimentation. Donc soit à travers les terres, soit à travers des produits, eh bien, il y a cette concurrence, et évidemment sur un pays, pardon, dans un monde dominé par le marché et la libre concurrence et l'ultralibéralisme, eh bien, c'est le consommateur aisé ou riche qui l'emporte, et ce sont les populations pauvres qui sont affaiblies. Les paysanneries sont chassées de leurs terres. Actuellement, nous avons 1 milliard d'habitants dans des bidonvilles. Il est prévu qu'il y en aura 2 milliards en 2050. Lié à cette pénurie d'alimentation pour les populations pauvres, eh bien, l'eau se fait rare aussi. Elle est très rare dans les pays arides et semi-arides. Et donc, là encore, tout dépend du pouvoir d'achat. Les classes et couches qui ont un pouvoir d'achat suffisant réussissent en général à s'en tirer, tandis que les autres se retrouvent dans des situations dramatiques. 1 milliard d'humains est recensé comme n'ayant pas accès à de l'eau potable. En fait, d'après la femme chargée de l'eau potable dans le monde, elle dit qu'il y en a beaucoup plus. Et on peut penser que dans les décennies qui viennent, il y aura plusieurs milliards d'humains qui n'auront pas accès à de l'eau potable, malgré ce qui se dit dans la conférence internationale de l'eau, qui est strictement tenue par les très grands groupes de l'eau dans le monde. De même, les ressources qui se reproduisent de plus en plus mal. Les forêts tropicales disparaissent. Les ressources de poissons sont à 80% soit surexploitées, soit à la limite de la surexploitation. Ce qui veut dire que là encore, avec le développement des consommations dans toute l'Asie et dans différentes parties du monde, on va vers des destructions massives. Plus largement, il y a destruction des espèces. Sur 45 000 espèces recensées, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a recensé 17 000 espèces en voie d'extinction. Et des spécialistes disent que le rythme actuel de destruction des espèces est 10 à 100 fois plus grand que le rythme qu'il l'était dans les grandes périodes de disparition des espèces qu'a connu la planète. Quant à l'effet de serre, eh bien, vous connaissez les controverses à son sujet.
À mon avis, il y a un argument assez simple pour s'en convaincre. Les plantes et les végétaux ont compris, eux, plus que les humains, et déjà les plantes et les animaux migrent soit vers les sommets, à cause du réchauffement, soit vers le nord. Mais peut-être que les scientifiques qui nient vont comprendre. Il y a peu de chances parce que la plupart sont financés par des lobbyistes qui organisent systématiquement, dans tous les lieux de pouvoir, leur présence pour convaincre soit à New York, soit à Bruxelles, qu'il n'y a pas de problème et que tout sera sous contrôle. Au total, donc, on a une planète très gravement dégradée. Et je pense que les causes sont simples. Les causes, c'est un monde où les sociétés sont de plus en plus axées sur le seul problème de la croissance, c'est n'importe quelle croissance, c'est la croissance qui dévaste les ressources et qui dévaste la planète. Des sociétés qui ont perdu beaucoup de repères et dont le principal repère reste la consommation, et la consommation de plus en plus, la consommation pour la consommation, avec des nouvelles couches qui arrivent à ce degré où ils peuvent consommer, ou bien qui sont obligés parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens pour vivre, ils ont perdu tous leurs moyens de vie, c'est-à-dire la terre et l'eau. Et puis, un mythe du progrès qui est tellement fort depuis le XVIIIe siècle que la plupart des scientifiques n'ont pas encore compris que tout progrès scientifique et technique a bien sûr des effets positifs, mais a aussi des effets négatifs, et qu'il faudrait en chaque période de nouveauté, de novation technologique, peser ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Donc, il y aurait, pour sortir de là, des changements très, très profonds à faire, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des changements technologiques, c'est un changement des mentalités, c'est un changement des valeurs, et cela m'amène à penser que, parce que beaucoup de forces sociales et politiques s'inquiètent, parce que les gouvernements des pays émergents vont peut-être avoir une conscience plus grande de la responsabilité pour les prochaines décennies, encore que pour l'instant, ils n'en ont pas encore fait vraiment la preuve, eh bien, nous sommes à un carrefour. Nous sommes à un carrefour. Il n'y a pas une marche inéluctable vers la destruction de la planète. Il y a encore des alternatives qui sont possibles, mais ces alternatives, si on les voit se dessiner au niveau local, n'ont pas encore été suffisamment prises en compte au niveau au niveau politique. Et même si elles sont prises en compte au niveau des organisations de l'ONU, eh bien, dans ces organisations, qu'est-ce qui est décideur? Ce ne sont pas les gens de l'ONU, ce sont les représentants des États. Donc, les représentants d'État n'ayant pas pris conscience des problèmes, les deux présidents Bush ayant pris des décisions extrêmement graves pour l'environnement et étant maintenant suivis dans ces décisions par le gouvernement chinois, qui lui-même est imité au moins en partie par le gouvernement indien et par d'autres gouvernements d'Asie, eh bien nous allons vers des situations très inquiétantes. L'alternative existe partout. Par exemple, allons au plus simple, pour l'eau. Ce qui intéresse les très grands groupes de l'eau mondiaux, ils sont très puissants, et c'est eux qui organisent la conférence mondiale de l'eau. Eh bien, pour eux, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des populations qui ont du pouvoir d'achat, ou bien des États qui ont du pouvoir d'achat et qui sont capables d'acheter leur technologie. Donc, ces groupes ne sont pas du tout intéressés pour sauvegarder l'eau, ils sont intéressés pour avoir des clients qui leur demanderont de l'eau potable, y compris à partir de l'eau la plus infecte. Une de leurs grandes réalisations, c'est d'avoir réalisé de l'eau parfaitement potable à Singapour à partir de l'eau des égouts. Voilà, c'est fait aussi en Australie, c'est fait aussi, je crois, en Israël, et je crois que c'est fait encore dans un autre pays, peut-être aux États-Unis, pour montrer que c'est possible.
je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. À l'envers, l'autre solution, ce serait la solution de sauvegarder les ressources, ce qui a été fait par exemple à New York. New York, depuis le début du XXe siècle, s'est arrangé pour avoir des bassins versants dans des montagnes qui étaient totalement sans chimie. Et grâce à cette politique systématiquement menée jusqu'à maintenant, eh bien, New York a bénéficié d'une eau potable et peu traitée. Et cela a été fait aussi à New York, ça a été fait aussi à Munich, ça a été fait aussi à Grenoble. Donc c'est possible. Et dans chaque région, il serait possible de sauvegarder, avec une politique adéquate, les ressources phréatiques, les nappes phréatiques, de sauvegarder les bassins versants, de sauvegarder l'ensemble de l'environnement pour avoir une eau aussi potable que possible et donc avoir peu de dépenses de traitement. C'est possible, ça a été fait et il faut du courage politique pour le faire un peu partout dans le monde. De même pour l'alimentation, eh bien pour l'alimentation, on peut se dire que finalement, et c'est ce que se disent certains groupes, on n'aura plus besoin de terre, on pourra fabriquer des aliments, non pas avec du pétrole, comme m'avait assuré un polytechnicien il y a une vingtaine d'années. Il m'a dit, c'est pas de problème pour l'alimentation, on pourra en fabriquer avec du pétrole. Mais on peut en fabriquer à partir de la matière qu'on reconstruit actuellement. Donc il y a des recherches sur la reconstruction de la matière, et on pourra faire des steaks, de l'alimentation, etc. Grâce à des cellules souches, c'est en train de se préparer, et je pense que les privilégiés ne se contenteront pas vraiment uniquement de cette alimentation-là, qui rappelle un peu celle du film Soleil Vert, mais qu'ils chercheront à avoir des productions qui seront plus traditionnelles et plus agréables peut-être. Donc, simplement en conclusion, je dirais que pour les jeunes générations, ce carrefour est à la fois tragique, parce que comme dans les tragédies grecques, on va vers le pire, et sublime, parce que si ces jeunes générations, les deux prochaines qui viennent, sont capables d'inventer d'autres formes de société, d'autres formes de relations à la production, d'autres formes de relations à la planète que celles que nous avons pratiquées depuis 2 siècles, eh bien, on peut aller vers une humanité qui vivra bien sur une terre qu'elle aura respectée.